Jusqu'à 9 heures, l'invité de France Inter est sociologue. Il enseigne à HEC Montréal. Il est chroniqueur au Journal de Montréal et ici en France, au Figaro. Mathieu Boccoté, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Un océan sépare le Québec, le Canada et la France. Bon, on a une langue en commun, c'est pas rien. Et vous vous intéressez de plus en plus à la vie politique et intellectuelle française, notamment sur son versant conservateur. Ça, on va y venir. D'où vient cet intérêt et cette passion pour la vie politique chez nous? Vie politique et vie intellectuelle et histoire, tout simplement. Vous savez, vous avez parlé d'une langue en commun, il faut ajouter une histoire commune, qu'on le veuille ou non. Vous savez, on dit quelquefois des Québécois et des Français qu'ils sont cousins, et le terme n'est pas complètement faux. Le Québec est le premier nom du Québec, c'était la Nouvelle-France. Donc il y a chez nous depuis toujours, aujourd'hui peut-être un peu moins qu'auparavant, mais encore une forme de francophilie naturelle. Donc à partir du moment où on veut se projeter dans le monde, lorsqu'on est Québécois, il y a la tentation américaine d'un côté, inévitablement. Et pour ceux qui ont une forme de fidélité première à la culture québécoise, à la langue française, inévitablement, la France demeure ce pays vers lequel on se projette. Et au-delà de cette sympathie naturelle... Parce que ça, c'est l'histoire. Ensuite, il y a, une passion pour ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, mais elle compte en tant que telle, cette histoire, parce que il y a aussi des intérêts communs. Je pourrais vous raconter que tant que le Québec a espéré d'une manière ou de l'autre atteindre l'indépendance, il comptait sur la France d'une manière ou de l'autre. Et aujourd'hui, je dirais que la France, en tant que telle, et ça, je dis ça en étant québécois, mais je pourrais le dire en étant bolivien ou autre chose, la France est un laboratoire intellectuel et politique fascinant. C'est-à-dire un des laboratoires en Occident où ce qui se passe en France dépasse la France chaque fois d'une certaine manière. Alors voilà pourquoi elle m'intéresse pour ces raisons, mais il y en a bien d'autres. Et il se passe quoi dans les alambics français? Qu'est-ce qui est en train de surgir de ce laboratoire ou d'apparaître? Ça dépend sur quel plan. C'est-à-dire, d'un côté, la présidence Macron, par exemple, est plus qu'intéressante. On a encore une fois la démonstration d'une culture politique française très particulière, qui a le sens de la verticalité, qui a le sens aussi, qui est en train de faire éclater des frontières politiques telles qu'on les connaissait depuis un bon moment. C'est-à-dire le sentiment d'un blocage politique enfin transcendé d'une manière ou de l'autre par un président qui veut brouiller les lignes et qui se distingue, je crois, aussi par le fait qu'il est conscient de ce qu'il fait. On n'est pas devant un politicien ordinaire qui se fait expliquer ensuite le sens de son action. Il comprend le sens de son action. Ce n'est pas rien. Ensuite, cela dit, je trouve qu'il y a... la France vit de manière particulièrement intense plusieurs des crises qui traversent le monde occidental, qu'il s'agisse de l'insécurité culturelle, qu'il s'agisse justement d'une forme de brouillage idéologique plus largement, d'un sentiment d'impuissance politique, d'un sentiment de dépossession culturelle aussi. Donc tout ça est vécu ici, et puisqu'il y a une forte tentation, plus qu'une tentation, en fait, une culture intellectuelle forte en France qui fait en sorte qu'on théorise le moment historique présent, eh bien, il est tout à fait intéressant de suivre vos débats en sachant qu'ils ont de l'écho ailleurs. On vous présente parfois comme un Alain Finkielkraut québécois. Ce portrait rapidement esquissé vous va-t-il? Je trouve que c'est un compliment, alors je vous en remercie. Vous êtes conservateur, ça veut dire quoi? Là, c'est la bonne question. C'est-à-dire, le mot conservateur, on le colle très rapidement aux gens, normalement à la manière d'une étiquette infamante. Donc, on dit, vous êtes conservateur, et la personne devant vous répond, non, non, surtout pas. Et ensuite, explique en quoi il ne l'est pas, mais porte cette étiquette de manière un peu gênante. Alors moi, je dis, le terme me convient à condition qu'on le définisse intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par conservatisme? C'est une critique de la tendance à la décomposition propre à la modernité. C'est-à-dire, non pas une politique anti-moderne, il ne s'agit pas d'avoir cette espèce de réflexe de droite littéraire où on joue à l'esthète anti-moderne en se croyant en révolte contre toute une époque. Mais les dandys. Oui, voilà, le dandysme est une chose absolument remarquable, mais ça n'a pas une vocation politique. Alors pour ceux qui s'intéressent à la politique minimalement, qu'est-ce que le conservatisme? C'est rappeler dans une société poussée à l'individualisation radicale que la communauté compte. C'est rappeler dans une société poussée à l'horizontalisation des rapports sociaux qu'une part de verticalité est nécessaire. C'est rappeler aussi dans une société qui a la tentation de faire table rase que l'histoire est l'autre nom d'une manière pour l'homme d'habiter le monde, et c'est aussi une manière aussi d'éviter cette tentation de la table rase, de la déconstruction radicale. C'est aussi, enfin, devrais-je le dire, le sens des limites. C'est-à-dire le drame d'un monde qui croit que tout est possible, c'est qu'en dernière instance, c'est vrai. Et quand tout est possible, le pire est certain d'une certaine manière. Alors, je crois que le sens des limites, aujourd'hui, nous cherchons à le redécouvrir, à le redéfinir à travers la question écologique, à travers la question environnementale, mais aussi à travers le sens de la démocratie, tout simplement. Que nous est-il permis de faire? Que nous est-il pas permis de faire? La question du transhumanisme aussi. Donc, le conservatisme, appelons ça une forme de modernité sceptique. À tout le moins, c'est ainsi que je le définis. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire là le portrait d'Emmanuel Macron?
Je n'ai pas l'impression de faire son portrait. Je pense que celui qui a fait le meilleur portrait d'Emmanuel Macron, c'est Brice Couturier, dans le livre tout à fait remarquable qu'il lui a consacré, Macron, président philosophe. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est plutôt, de mon point de vue, ce que j'appelle un progressiste intelligent. C'est-à-dire, vous savez, à la différence de ceux qui sont dans une forme d'incantation du progrès, qui sont, parce qu'on dit le mot progrès, ils se sentent obligés d'hocher de la tête en disant merci, merveilleux, j'applaudis. On est plutôt devant un homme qui, ne serait-ce que dans son rapport à la mondialisation, à l'Europe, au mouvement, nous dit bon, je suis réconcilié avec l'époque de la mondialisation heureuse. Bon, mais cela dit, on le voit avec sa politique scolaire, on le voit avec un certain sens du réel. Il ne veut plus être le progressiste caricatural qu'a pu être, par exemple, François Hollande. Donc, on le voit, je reviens sur la question de l'école, avec le moment Blanquer, il est en train de faire ce que tous les penseurs conservateurs ont espéré en France depuis 30 ans. Alors, il y a devant cela ceux qui, par réflexe partisan, vont dire non, 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 il ne le fait pas pour vrai, tout cela n'est qu'illusion. Et il y a ceux, me semble-t-il, qui auraient raison de dire nous sommes devant quelque chose de très intéressant, une tentative non pas de reconstruire l'école d'hier, mais de reconstruire l'école de toujours. Ça, c'est très important pour votre famille de penser, donc quel que soit le côté de l'Atlantique, c'est très important de voir ce qui se passe à l'école. Aujourd'hui, donc, vous dites que ça n'est pas un mouvement de restauration, mais c'est quoi alors exactement ce qui se passe à l'école en France? Ça dépend ce qu'on entend par restauration. Si par restauration... Donc vous avez dit on ne veut pas refaire l'école d'avant. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des fondamentaux de l'école qui ont été oublié pour une série de raisons sur une cinquantaine d'années. Le rapport d'autorité à l'école, par exemple, qui est absolument nécessaire. Le maître n'est pas qu'un accompagnateur, c'est pas un géo, hein, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas un ami de l'apprenant, pour reprendre le vocabulaire des pédagogues. Le savoir n'est pas une forme de culture bourgeoise instrumentale au service de la domination. Le savoir est émancipateur, la culture est émancipatrice. Ça, vous pensez que l'école a tourné la page de ça? Pendant un bon moment, quand même. Ne serait-ce que regarder un peu le traitement réservé souvent à la littérature, pas seulement à l'école, mais plus largement même à l'université. Lorsqu'on se trouve devant un grand texte, nous n'avons pas d'abord un réflexe presque de piété ou d'admiration, mais plutôt de déconstruction. Allons retrouver ce qu'on pourrait lui reprocher à ce texte à partir de la morale d'aujourd'hui, quelquefois. Ouais. Ah, excusez-moi, Mathieu Bock-Côté. Un peu plus que moi, me semble-t-il. J'ai l'impression... Alors, un peu plus, non. Ce rapport... Ah non, je trouve qu'il y a eu une espèce de... Sur une quarantaine d'années, j'y reviens. Une forme de tentation de déconstruction, de scepticisme radical devant la culture, devant les œuvres. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'école? C'est aussi la volonté de retrouver les fondements. Donc, quand Blanquer dit lire, écrire, compter, apprendre l'histoire, eh bien, si on a l'impression d'avoir une forme de joyeuse transgression lorsqu'il dit ça, c'est qu'on est dans une société où, à l'école, dire 2 et 2 font 4 va sembler contre-intuitif pendant un bon moment. Alors, le moment Blanquer est intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à l'école, c'est la volonté de restaurer, reprenons le mot s'il le faut, non pas un modèle faisandé d'une école qui serait complètement coupée de son temps, mais sanctuariser un peu l'école contre ce qu'il y a de plus inquiétant dans l'esprit de notre époque. Et là, je vous donne quelques exemples en tant qu'enseignant, en tant que professeur. Moi, je m'inquiète beaucoup quand je vois chez mes élèves, de mon côté de l'Atlantique, mais je ne crois pas que ça soit absent chez vous, la perte de la concentration, la fascination, l'hypnose de l'écran, l'incapacité d'avoir un rapport fécond, encore une fois, à la lecture, à la littérature, la nécessaire méditation, la part du silence nécessaire pour être capable d'avoir une vie intérieure et ensuite une vie intellectuelle. Tout cela, c'est à reconstruire. Ça ne se fera pas en 4 ans, ça ne se fera pas en 5 ans. C'est la tâche d'une génération, peut-être de 2, mais je crois que c'est la bonne direction qui est donnée. Bon, on verra tout à l'heure si le blanquerisme est la forme ultime du macronisme. Mais quelques questions sur votre famille de cœur. Laurent Wauquiez dit que vous apportez beaucoup de choses à sa propre réflexion, beaucoup d'éléments. Comment avez-vous reçu ces propos très étranges ce week-end dont Thomas Legrand parlait tout à l'heure? Nicolas Sarkozy écoutait le téléphone de ses ministres, Gérald Darmanin va démissionner, c'est pire encore que ce qu'on croit. Macron était à la tête d'un cabinet noir anti-Fillon. Vous dites quoi quand vous voyez ça? J'ai l'impression qu'on est devant une page un peu médiocre de l'actualité, c'est-à-dire la volonté de jouer aux transgressions. Nous les lisons aussi, il n'y a pas que les grands textes. Hein. Non, mais ça, il y a une forme de transgression à rabais. Premièrement, s'il nous dit, parce que c'est ce qu'il nous dit dans cette espèce d'enregistrement livré aux médias contre sa volonté apparemment, nous dit-il. Il dit là, je vais vous parler franchement, à la différence de ce que je dis à la télévision, à la radio, où c'est de la bullshit pour reprendre ces mots. Eh bien, la question que je me pose, c'est désormais, chaque fois qu'on l'aura en entrevue, à la radio, à la télévision, l'intervieweur sera de bon droit en position de lui dire, est-ce que vous parlez franchement aujourd'hui ou est-ce que vous êtes dans la fanfaronnade, est-ce que vous êtes dans la bullshit, pour reprendre ces mots-là. C'est une déclaration. Tant qu'à transgresser, qu'il transgresse sur des choses essentielles. Là, il s'est improvisé commentateur de
bistrot. Bon, c'est une fonction qui n'est pas sans valeur dans une société, mais on n'a pas tendance à l'apprécier chez quelqu'un qui veut devenir président de la République un jour. Comment qualifiez-vous la droite de Laurent Wauquiez? Quelle droite incarne-t-il? En fait, populiste, conservatrice, protectionniste, trumpienne, il y a 1000 modalités. Je crois qu'il se cherche pour l'instant. Premièrement, c'est une droite qui se veut de droite. Bon, en tant que telle, c'est déjà une chose qui n'est pas négligeable, parce que souvent, longtemps, une certaine droite a porté cette espèce de complexe de gauche, au point même où quelquefois, pour dire d'un homme politique qui décidait de s'affranchir de cette espèce de tutelle idéologique, on disait droite décomplexée. Alors, la question que je me pose toujours devant ça, c'est dois-je comprendre que la seule droite légitime est la droite complexée? Droite décomplexée par rapport à quoi? Donc ça, c'est intéressant. Cela dit, s'il faut lui coller une étiquette, mais elle n'est pas particulièrement sexy, je dirais une forme de bonapartisme conservateur. C'est-à-dire bonapartisme au sens suivant, il se présente comme le chef, l'homme de l'autorité, celui qui va partir, bon, en plus celui un peu goguenard, celui qui part à l'attaque, et de l'autre côté, conservateur au sens où il nous dit, devant un président qui est celui du progressisme intelligent, il a tendance à nous dire, je crois que c'est une formule qui revenait dans la course à la direction des Républicains, où il disait la France ne doit pas changer de nature, ne doit pas changer d'identité historique. Ben, ça, c'est le fondement, d'une certaine manière, d'un conservatisme bien pensé qu'on ne peut pas réduire à une caricature. De ce point de vue-là, c'est ce qu'il cherche à faire. La question qui se pose ensuite, qui n'est pas négligeable, c'est la question de la sincérité. C'est-à-dire, quand je parle ici et là, quand je passe dans votre pays et on me dit, plusieurs personnes disent, on aime bien ce qu'il dit, franchement, on trouve que c'est intelligent, mais est-ce qu'il le pense et surtout, est-ce qu'il le dira encore, le pensera encore dans 6 mois, dans 1 an? Donc, je crois que le test de Laurent Wauquiez, c'est le test de la sincérité. Je note une chose, cela dit. Devant un président, j'y reviens, le président philosophe, pour reprendre la formule de Couturier, eh bien, on a avec Wauquiez un homme d'une culture réelle. Je ne suis pas de ceux qui le méprisent et le regardent de haut. On est devant un homme qui a une véritable formation, une culture réelle. On peut lui prêter une culture littéraire et historique. Alors, je ne comprends pas pourquoi il décide quelquefois de jouer ça par le bas, à ras le bitume, plutôt que par le haut, en décidant de dire, vous sachez que je porte aussi ma propre vision d'une manière ou de l'autre. Il aurait tout avantage, me semble-t-il, à quitter justement le bistrot pour se présenter à la hauteur du débat proposé par Macron, qui est un débat franchement intéressant, et je me permets d'ajouter, qui est propre à la France. Et c'est vraiment la France où on peut se retrouver dans une situation où, théoriquement, on aurait potentiellement 2 types avec une véritable culture historique et littéraire s'affrontant pour la présidence du pays. Et ne serait-ce que pour cela, votre pays est encore plus estimable. Merci infiniment. Ça fait plaisir.